Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview de The Finance Association. Je suis aujourd'hui avec Tommy de chez Zone Bourse. Salut Alex. Salut, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Donc Tommy qui est equity analyst et portfolio manager. On va commencer par le commencement. Déjà, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est d'être equity analyst et portfolio manager. Alors, donc analyse financier et gérant de portefeuille, en fait, il y a plein de définitions différentes. Je veux parler pour moi parce qu'il y a plein de différentes manières d'exercer ce métier, en fait, suivant qu'on est dans une banque d'investissement, dans une société de gestion de portefeuille, etc. Donc, chez Zone Bourse, être equity analyst, c'est principalement une bonne partie de mon temps, c'est faire des analyses, donc suivre des sociétés. Étudier des bilans comptables, étudier les états financiers, lire des rapports annuels, lire des 10K, des 8K. Donc ça, c'est une bonne partie de mon quotidien, c'est consacré à l'analyse et au suivi de valeurs qu'on a dans des portefeuilles ou qu'on voudrait avoir, qu'on a en watchlist. Donc ça, c'est une bonne partie. Gérer une autre partie, ça va être spécifique à Zone Bourse, mais c'est écrire des articles. Puisque à la fois Zone Bourse, en fait, c'est à la fois un média et à la fois une société, on va faire du conseil en investissement. Voilà, donc il y a cette partie rédaction d'articles et aussi développement d'outils. Donc je participe aussi au développement des outils, au stock screener, etc., donner des idées, essayer d'améliorer en permanence ces outils-là qu'on propose à nos clients. Ça, c'est la partie equity ou pour la partie portfolio management. Ouais, donc ça c'est la partie c'est exactement analyse financière. Et après la partie portfolio manager, donc ça c'est je co-gère avec Franck Morel, le CEO Zone Bourse, les portefeuilles Zone Bourse, les 3 portefeuilles Zone Bourse. Donc on a un portefeuille investisseur Europe qui est éligible au PEA, un portefeuille USA et un portefeuille Asie. Donc dans lesquels on a chacun il y a à peu près 20 valeurs dans chaque portefeuille. On est équipondéré, on est investi uniquement sur le long terme, long only, pas de cash, et uniquement dans des actions. Donc le portefeuille Europe, il a été créé en 2001. Portefeuille USA, il a été créé, si je dis pas de bêtises, il y a 10 ans, après 2013. Portefeuille Asie a été créé en 2017. Tu peux nous parler peut-être un peu des performances des portefeuilles? Ouais, on a des performances tout à fait correctes vis-à-vis du marché. Donc on essaie de se comparer aux indices qui sont les plus représentatifs des marchés respectifs. Par exemple en Europe, on va se comparer au Stoxx Europe 600 Net Total Return, donc qui est l'indice pour nous qui semble le plus large parce qu'il prend 600 valeurs sur tout le marché européen. Donc on se compare bien sûr dividendes réinvestis. Donc voilà, on essaie d'avoir la meilleure performance. Donc là, on fait à peu près 1000% de performance depuis 2001. Alors que le bench, je crois qu'il est à peu près à 200%. Donc voilà, c'est tout à fait correct. Le portefeuille USA, qui existe depuis un peu plus de 10 ans, on surperforme. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, donc des performances au-dessus du marché. L'Asie, je crois que c'est à peu près équilibré. Voilà, donc ça dépend du contexte. L'Asie, c'était un peu plus compliqué ces dernières années. Voilà. Ok, vous en sortez pas trop mal. Peut-être tu pourrais, je sais pas, un peu expliquer concrètement. Donc le matin, tu te lèves, tu viens ici. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Une journée type pour ouais, toi. J'essaie de dire une journée type, même s'il n'y a pas de journée type. Sûrement, elles ne se ressemblent pas toutes, mais ouais, c'est ça. En gros. En gros, une grosse partie de ma journée, ça va être de lire. Le matin, j'arrive, de suite, ça va être m'informer ce qui s'est passé dans la nuit. Donc j'écoute la chronique d'Anthony Bandin, qui est d'ailleurs très écoutée en France et à l'étranger. Une chronique qui récapitule ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé dans la nuit, ce qui se passe le matin, sur des indicateurs macro, voilà, des choses comme ça. J'essaie de faire un inbox zéro de mes emails, donc regarder mes emails sur toutes les analyses macro, des analyses sell-side, des analyses sectorielles, voilà, toutes sortes d'analyses que je peux recevoir. Donc je vais m'éduquer, m'informer. Après, je vais faire le suivi de toutes les valeurs. Donc ça dépend en fonction des publications. La saison de publication des résultats, c'est une période assez chargée en fait, où je vais analyser beaucoup les sociétés, les publications. Donc c'est un peu plus chargé que d'habitude, où c'est plus un suivi régulier.
Donc voilà, une grosse partie de la journée, ça va être ça finalement. Après, on fait des réunions régulièrement aussi avec Franck, avec d'autres parties de l'équipe pour soit développer des outils, soit améliorer les portefeuilles, etc. Voilà. Puis après, une partie aussi rédaction d'articles. Ça peut être, on est assez libre en fait. Ça, c'est Zone Bourse, on a cette possibilité d'écrire sur un peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est chouette. Ok, sympa. Ouais. Toi, à la base, t'étais pas du tout dans la finance. Ça Exactement, fait, si je me trompe pas, 3-4 ans que tu travailles ici. Avant, ouais, c'est ça, 3 ans et demi. dans le marketing, rien à voir. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est faite la transition? Est-ce que tu as appris par toi-même? Tu as suivi des cours? Si tu as appris ici? Enfin, comment ça s'est passé tout ça? C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. D'habitude, c'est plutôt master finance, banque d'invest. J'ai un parcours, du coup, moi j'étais enseignant de PS, donc à Toulouse. Ouais. Puis après, je me suis orienté vers des études de marketing. Je suis rentré à l'ESCP à Paris, donc j'ai fait des études en marketing communication. Puis après, j'ai été chef de produit en marketing. Donc, et puis je me suis orienté finalement que fin 2019, début 2020 vers la finance en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui me trottait déjà à l'esprit depuis pas mal de temps. Et puis moi-même, j'investis depuis pas mal d'années. Déjà depuis 2016, j'investis de manière active sur le marché action. Donc tu connaissais déjà un peu quand même. Ouais, j'avais déjà fait mes petites erreurs, j'avais progressé, j'avais appris aussi, je suivais le marché depuis bientôt, ça fait 8 ans. Donc voilà. Puis Ça n'a pas été du jour au lendemain, quoi. Genre, ça n'a pas été du jour au lendemain. Par contre, le déclic de se dire, ah, peut-être que je pourrais en faire mon métier, et peut-être que c'est une passion que je pourrais transformer comme j'ai d'autres passions, comme le sport, etc. Ça pourrait être un métier passion, quoi. Donc voilà, je me suis orienté vers ça là, assez naturellement. Puis j'ai vu qu'il cherchait quelqu'un à Zone Bourse. Donc voilà, j'ai postulé et puis ça a de suite matché. Ok. Et ça n'a pas posé un problème, le fait que tu avais fait complètement autre chose Pas avant. du tout, ils sont assez ouverts d'esprit, puis ils m'ont posé plein de questions sur mes connaissances et ça, ils ont vite fité que j'ai compris que j'avais aussi travaillé en amont. Ouais, puis au final, c'est un truc qui est assez fréquent, je trouve, aussi dans la finance, que les gens viennent d'un peu tous les horizons différents. Il n'y a pas un chemin qui y mène. Exactement, je pense qu'il y a plein de manières de rentrer. Ben, par exemple, on peut rentrer par les mathématiques, on peut rentrer par l'ingénierie. D'ailleurs, les gens recherchent de plus en plus des profils ingénieurs. Donc, il y a plein de manières de rentrer sur le marché, dans la finance en général. Puis, dans la finance, c'est assez large. On peut faire plein de choses différentes, dans toutes sortes de classes d'actifs. Voilà. Tu parlais tout à l'heure du fait que la première chose que tu fais, et une grande partie de ta journée, en fait, c'est de t'informer, de lire, que vous écrivez aussi beaucoup d'articles ici. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que vous faites pour avoir les informations le plus tôt possible? Comment est-ce que vous vous informez? Parce que pour que vos informations soient pertinentes aussi, il faut que vous les relayiez, j'imagine, dans le bon timing. Donc il faut déjà que vous les ayez tôt vous-même. Comment vous faites pour ça? Alors déjà, donc il y a une partie de la production à Zone Bourse qui est faite sur place par nos équipes. Donc ça, c'est plutôt des articles à valeur ajoutée qu'on essaie de créer, qui sont pas forcément. Le but, c'est pas forcément d'être le premier sur le marché, même si Anthony le fait très bien, il arrive à être pertinent et premier sur le marché. Mais voilà, le but, c'est d'être surtout des analyses à haute valeur ajoutée, pertinentes, où on réfléchit bien sur le secteur, sur les impacts que ça peut avoir sur le titre, sur l'industrie, etc. Et après, il y a une autre partie où là, on va essayer d'être premier sur la news aussi. Donc là, on va à la fois créer des news, mais surtout aussi se fournir auprès de fournisseurs de data, de fournisseurs de news financières. Donc voilà. Donc c'est les deux par parties. exemple. Voilà, de MT Newswire. Voilà, on va se fournir auprès de pas mal de fournisseurs. Donc là, le but, c'est d'avoir la rapidité qu'on a parmi les meilleurs sur le marché. Voilà. Les gens, ils cherchent un petit peu des deux. Ils veulent à la fois être informés le plus rapidement possible sur leur position et à la fois aussi avoir des analyses, des réflexions percutantes, quitte à ce que ça sorte un peu plus tard. Il y a des trucs généraux qui n'ont pas besoin forcément d'être écrits à un certain moment. Enfin, il y a des vérités qui sont vraies. Je voulais qu'on parle d'un article que tu avais pu écrire sur les multibaggers. Oui. Donc, sur Zone Bourse, on le mettra en description. J'invite tout le monde à aller lire. Dans cet article, tu parlais de l'investissement passif.
et du Coffee Can Portfolio. Ouais. Donc je te cite sur ce que tu avais pu écrire. Tu avais écrit: si vous mettez aujourd'hui $1000 sur 10 actions tirées sur le volet et les conservez dans un coffre durant 20 ou 30 ans, vous aurez sûrement de belles surprises à la fin. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conseillerais aux gens, par exemple, je sais pas, qui s'y connaissent pas forcément, qui ont pas les connaissances pour analyser, etc., et qui veulent juste voilà, faire un investissement, choisir 10 actions au hasard, ne pas y toucher. Tu penses que c'est quelque chose qui... Est-ce que les belles surprises vaudraient plus que les mauvaises surprises qu'il y aura dans ces 10 actions sélectionnées selon toi? Alors, c'est une question assez complexe parce qu'il y a plein de manières de te répondre. Déjà, je pense qu'il y a autant d'investisseurs que de stratégies d'investissement. Chacun a sa propre vision d'investissement et donc à choisir 10 actions au hasard, moi je trouve que c'est assez dommage. L'article met plutôt en valeur de dire, ok, une fois que vous avez votre analyse, fait votre analyse de la société, que vous connaissez bien vos 10 positions que vous avez présélectionnées, finalement en fait le plus dur ça va pas être de choisir 10 sociétés dont quelques-unes vont être très performantes sur le long terme, c'est plutôt de les conserver en fait durant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça va être très compliqué puisqu'en fait durant tout ce parcours en fait on peut changer plein de fois d'avis, on peut se faire influencer, on peut se faire le marché peut nous faire peur à plein de moments, on va traverser nécessairement des crises. Je pense à un investisseur qui investit par exemple dans Microsoft fin des années 90, il pense que c'est une super idée, il achète peut-être un peu cher la valeur, il fait une bonne performance les premières années, puis après de 2000 à 2015, l'action a quasiment rien fait. Il faut attendre 2015 pour qu'il retrouve sa valeur de 2000. Et donc en fait, durant toute cette période, il a pu se dire finalement c'était pas une bonne idée, ou typiquement un investisseur qui est axé value, qui voit qu'il sous-performe dans les années 90 jusqu'à 2020, ça va être très compliqué pour lui de tenir une stratégie value alors que tout le monde dit il faut être growth, c'est des stratégies, c'est des valeurs internet.com qui performent, et alors que la décennie suivante, de 2000 à 2010, la stratégie value lui aurait donné raison. Donc il aurait dû maintenir cette stratégie. Donc le plus dur en fait c'est pas forcément détecter, sélectionner, c'est plus de conserver sur le long terme. Et c'est plutôt dans cet article j'essaie de dire aux gens mais en fait la psychologie ça a autant d'importance si ce n'est plus que vos compétences d'analyse financière. C'est super important de savoir analyser une société. C'est encore plus c'est important pour devenir un bon investisseur, et c'est ça qui différencie un bon analyste d'un bon investisseur. C'est toute la psychologie associée à la gestion de portefeuille, voilà, qui peut avoir un impact énorme et sûrement plus que l'analyse sur une société. Du coup, ça pourrait être une méthode de juste au début un peu analyser, se dire ok, je pense que dans ces 10-là, ça devrait le faire, on n'y touche plus. Bon, toi, c'est pas ce que tu fais. Non, c'est pas ce que je fais, mais c'est une possibilité, voilà, de dire. D'ailleurs, ça a très bien marché. Il y a une anecdote qui dit les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui sont morts, parce qu'au moins ils ont gardé leur position ad vitam aeternam. Mais je veux dire, voilà, donc n'ayez pas peur de vous tromper momentanément. Le but c'est pas d'avoir raison tout le temps, parce que vous n'aurez pas raison tout le temps. Le but c'est pas d'avoir raison de suite, parce que c'est assez incertain le marché sur le court terme. Mais toi, du coup, il y a pu y avoir des... Enfin, j'imagine, c'est sûr, il y a eu des fois où tu as dû te tromper quand même. J'aimerais savoir un peu comment est-ce que tu te rends compte que tu t'es trompé. Est-ce que c'est un peu au fur et à mesure, tu vois le truc évoluer, tu te dis de plus en plus que tu t'es trompé, ou c'est, je sais pas, un bilan qui tombe, tu lis les chiffres, tu te dis ok, c'était pas du tout ça que j'attendais, ou ouais, je sais pas, enfin, comment ça se passe, comment tu t'en rends compte un peu? Je dirais que déjà je me trompe assez souvent. J'ai envie de dire comme tout le monde, et il y a une citation de Peter Lynch qui dit si vous êtes bon dans ce métier, vous vous trompez 6 fois sur 10. Non, vous avez raison 6 fois sur 10. Vous vous trompez 4 fois sur 10. Donc c'est assez énorme en fait. Donc c'est normal de se tromper régulièrement. Et le marché en fait nous incite à être à constamment vaciller entre d'un côté la persévérance, parce qu'il faut savoir tenir un cap, il faut savoir tenir une stratégie, même quand le marché nous dit « Ah, ça serait mieux d'être cash à ce moment-là » ou « Ça serait mieux d'être plus value » ou plus growth, etc.
Et au contraire, donc d'un côté la persévérance, maintenir un cap, et de l'autre côté la remise en question, être humble face au marché, se dire qu'on a souvent tort, et remettre en question en permanence ses valeurs, faire des antithèses de ses propres valeurs. Et alors pour évoluer dans cette dichotomie en fait entre remise en question et persévérance, le truc c'est constamment de se questionner. Et je pense qu'il faut énormément réfléchir, plus que mesurer, calculer, réfléchir. D'ailleurs, c'est Charlie Munger qui disait il y a trop de gens qui calculent et pas assez qui réfléchissent. Il faut vraiment se poser et faire les antithèses de ses propres positions. Se dire, ok, quels sont les scénarios dans lesquels mon investissement ne va pas marcher? Qu'est-ce qui pourrait faire vaciller cette action? Les risques, on va calculer tous les risques qui soient d'analyse Pestel par exemple, de dire les risques politiques, les risques économiques, les risques sociaux, les risques légaux, etc. Donc ça peut être ça. Et aussi lire plein d'avis divergents. Moi, je conseille aux gens aussi de lire plein de gens qui ne vont pas forcément dans votre sens. Donc ça peut être des sortes de hedge funds, des vendeurs à découvert qui vont produire des analyses plutôt du coup à la short sur une valeur. Donc de dire ok pourquoi ils pensent que la société ne mérite pas cette valorisation, et au contrario, donc ça c'est pas mal, on peut le faire avec plein d'outils. C'est-à-dire qu'on va regarder le consensus sur une valeur. Par exemple sur Microsoft, on va voir que le target price moyen c'est je dis n'importe quoi, j'ai pas les chiffres en tête, mais 350. Le plus haut il va être à 400. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il anticipe, il pense que 400 c'est un juste prix pour cette valeur actuellement. Il y en a un autre qui va être à 250. On va essayer de lire son analyse pour comprendre pourquoi lui il est à 250. Et en fait on va réunir l'ensemble de ces avis. On va se forger sa propre opinion à partir de gens qui ont mieux pensé que nous, parce que souvent moi j'ai pas le temps d'analyser par cœur une seule société. C'est pour ça que je m'appuie sur des gens qui ont pensé plus que moi, parce qu'ils sont spécialistes de la valeur ou du secteur. Et à partir de là, je forge ma propre opinion sur une analyse aussi indépendante. Voilà, donc je suis entre, d'un côté, se faire influencer par des gens qui ont mieux réfléchi que nous, mais de plein d'avis divergents. Donc ça donne une sorte de moyenne du marché. C'est finalement ce que pense le marché. Mais avant de faire ça, j'essaie de faire ma propre analyse. Et je me rends compte ensuite éventuellement des choses que j'aurais loupées, mais de faire ma propre analyse pour être indépendant et de penser indépendant. Je pense que c'est super important de se forger son propre opinion d'abord. Ok, j'analyse le compte de résultat, le bilan comptable, les flux de trésorerie, la rémunération. Je lis, déjà, si vous lisez en entier un rapport annuel, en fait, vous avez une avance considérable sur la plupart des investisseurs. Et une fois que vous avez lu un rapport complet, même sur plusieurs années, vous avez déjà une bonne base pour comprendre la société, les enjeux du secteur, etc. Et finalement, vous faites votre propre opinion, vous essayez de faire un propre DCF et une propre projection des cash flows futurs. Et à partir de là, vous comparez avec ce que disent les autres analystes, qui sont censés être plus compétents que je le suis sur la valeur. Et voilà, à partir de là, j'essaie de j'ai une opinion qui soit le plus neutre émotionnellement parlant, quoi. Ok. Et justement, il y a beaucoup de banques d'investissement qui ont des analystes qui donnent leurs avis sur des actions, etc. J'allais te demander si du coup tu écoutes ça, donc tu as répondu oui. Dans un deuxième temps, mais ouais, j'écoute, ouais, bien sûr. Et pourquoi les banques d'investissement ont des analystes qui disent publiquement, qui donnent l'info de « ok, nous on pense ça ». Enfin, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ils font ça? Alors les analystes sell-side, du côté banque invest, du côté ça peut être des courtiers, ils font des analyses pour améliorer leurs relations avec leurs clients, qu'ils soient particuliers, institutionnels. Donc c'est surtout dans une logique de gagner des clients et de renforcer leurs relations avec les clients existants. Voilà. C'est le principal objectif. J'avais aussi une question. Tu parlais du fait que si tu lis le rapport annuel, déjà, tu as une grosse avance, etc. Est-ce que, par exemple, toi, tu te rends aux assemblées générales des entreprises, ce genre de choses? Parce que j'imagine ça aussi, ça peut te donner une avance ou... Enfin, je sais pas. Alors, moi, j'ai pas la chance de pouvoir me rendre aux assemblées générales parce que j'ai malheureusement pas le temps.
Déjà, on est à Annecy, Zone Bourse à Annecy, alors que la plupart se passe à Paris. Puis, ensuite, on a 20 valeurs par portefeuille, 3 portefeuilles, donc ça fait déjà 60 valeurs. On a le fonds Europa One qu'on co-gère avec Franck Morel, qui est logé au sein de la SICAV de chez Cholet Dupont Asset Management. Donc ça fait 45 valeurs supplémentaires qui se retrouvent partiellement aussi dans le portefeuille Europe. Donc ça fait plus de 90 sociétés à suivre. Il y a des publications tous les trimestres. Donc si on calcule, c'est assez compliqué de se rendre à toutes les assemblées, bien sûr, les assemblées générales, même annuelles. Donc voilà, donc ce que je fais, je trouve que c'est super important quand même de se mettre au fait. Et on peut regarder aussi des interviews de gérants, on peut regarder, déjà si on lit le rapport annuel, on a fait une bonne partie du chemin. On peut écouter les transcripts, donc ça c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ça permet d'éviter d'être sur place, mais d'avoir tout le contenu. Donc le transcript des sociétés, en fait, c'est le compte rendu vocal en fait de l'Assemblée générale. Donc avec à la fois la présentation des résultats de la part des dirigeants. Généralement, il y a le CEO qui parle, il y a le CFO, etc., le CTO. Et après, il y a les questions-réponses des analystes. Ça, c'est une partie super intéressante parce qu'en fait, les analystes viennent parfois titiller les dirigeants. C'est en live tout ça ou C'est en live et c'est enregistré. Okay. Et l'enregistrement, tu l'as en live ou On peut l'avoir en live. Ok. Il y a des outils qui permettent de l'avoir en live. Nous, chez Zone Bourse aussi, on l'a, mais en différé, par écrit. Donc ça, c'est super intéressant quoi, d'avoir ces résumés-là. Donc les analystes viennent titiller en disant comment ça se fait que vous avez réalisé telle opération M&A, quelle est la transformation réelle à long terme, etc. Donc, j'essaye de tirer des infos pour voilà, savoir tirer des comment infos se qu'on ne retrouve pas forcément. Et donc ça vient en complément de la lecture d'un rapport annuel. Voilà, lire le transcript ou l'écouter. Voilà. Je voulais aussi te demander, est-ce que tu essayes de te renseigner sur le profil des investisseurs sur telle ou telle action pour, par exemple, pouvoir prédire la réaction face à tel ou tel événement? Enfin, quand on voit, par exemple, je pense en 2016, à l'Euro, quand Cristiano Ronaldo il enlève la bouteille de Coca pendant son interview, que Coca perd 1,6%, tu peux avoir intérêt à vouloir pouvoir comprendre la réaction des gens face aux événements, aux faits divers, etc. Enfin, est-ce que c'est un travail que vous faites, vous, de chercher à comprendre qui sont les investisseurs derrière les actions, ou c'est trop compliqué, impossible ou pas utile, je sais pas. Après, le fait que on analyse le profil des investisseurs. Après, le fait que Ronaldo oui, ça a duré une journée. Oui, voilà, ça, c'est plus du bruit de marché. Oui. Ça n'a pas un impact significatif à long terme, même si on sait que c'est de la malbouffe et voilà, c'est pas une super boisson pour la santé. Ça c'est pas nouveau, quoi, tout le monde le sait. Mais ça peut avoir un impact sur la communication de la société Coca-Cola. Après, sur le profil des actionnaires, bien sûr, on regarde le profil des actionnaires. Moi, j'ai envie de comprendre, en fait, avec qui j'investis. Donc si on a un Menobi sur une telle société, j'ai envie de comprendre pourquoi lui aussi met ses billes. Par exemple, sous Zone Bourse, on a le profil des 10 premiers actionnaires de chaque société. Plus de 90 000 sociétés cotées dans le monde. Donc c'est pas mal déjà de comprendre le profil des investisseurs. Est-ce que c'est des investisseurs institutionnels, étatiques? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des fonds d'investissement? Quelle est leur stratégie d'habitude? Est-ce que c'est cohérent avec leur stratégie? Est-ce que c'est cohérent est-ce que cette valeur est cohérente avec ma stratégie? Et donc c'est cool de regarder ces différents. Et ça, c'est profils. Des données publiques? Ça, c'est public. Tout le monde peut y avoir accès, de voir qui sont. Par exemple, sur la SEC, donc la SEC, le gendarme américain, sur la plateforme Edgar, vous avez toutes les données relatives à tous les fonds qui sont longs sur le marché américain. Ils doivent obligatoirement publier leur position à chaque trimestre. Donc ça, on peut accéder au portefeuille de Warren Buffett, au portefeuille mais il y a un décalage, non? Il y a un décalage, je crois que c'est 45 jours au plus tard après la fin du trimestre, il me semble. Ouais, il y a des pages aussi justement sur Instagram qui relayent les portefeuilles
bon, des investisseurs aussi, mais aussi parfois je sais pas, des sénateurs, etc. Oui, Nancy Pelosi, voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Ça fait beaucoup de des bruit en ce assez moment. spectaculaires. Ouais, très forte. Oui, on regarde bien évidemment ça. Même si c'est en différé, mais on peut le voir aussi en live. On peut voir des mouvements en fait. Donc ça c'est génial de voir tel investisseur est avec nous. Je regarde aussi particulièrement si le CEO, le CFO ou l'ensemble de l'équipe dirigeante ou le comité de direction le board va investir en bourse, investit, et est-ce qu'il est actuellement en train d'investir, quoi. Donc c'est aussi des mouvements que je vais regarder. Est-ce que aussi tu suis la loi concernant, la loi dans les domaines des entreprises dans lesquelles tu investis? Enfin, par exemple, les pailles en plastique. Si tu as investi dans une entreprise qui produit ça, bah, tu as tout intérêt à savoir que c'est interdit en France. Enfin, tu sais que ça va avoir des répercussions. Après, ça peut aussi être compliqué quand même. Enfin, t'as pas fait des études de droit, t'es pas avocat. Des fois, ça peut sûrement devenir un peu compliqué pour quelqu'un de comprendre tout ce genre de trucs. Enfin, est-ce que tu te renseignes du coup sur ça? Tout à fait, ouais. Sans être expert en droit, on peut regarder l'évolution des lois sur un secteur en particulier. Par exemple, la société du groupe Guillain dans les emballages en plastique, à quel point elle va être impactée par les futures et futures prochaines lois qui vont limiter l'usage du plastique, etc. Finalement, on se rend compte que dans les emballages, la plupart du temps, c'est difficile de s'en passer. On va regarder, voilà, qu'est-ce que dit la loi, quelles sont les attentes du marché vis-à-vis des prochaines lois, et aussi la réalité économique. Je pense aussi à la Chine qui a mis le haut là sur tout le secteur technologique, en particulier le secteur des jeux vidéo, en limitant la consommation je crois que c'est 3 heures d'écran par semaine. Je suis pas expert sur le sujet, mais donc ça a eu un impact immédiat sur Tencent, sur toutes les sociétés comme ça qui sont technologiques, qui sont positionnées dans les jeux vidéo, les jeux mobiles, etc. Donc on va bien sûr regarder l'environnement, en fait tout l'environnement, enfin l'analyse PESTEL, en fait tout l'environnement macroéconomique, donc l'analyse politique, économique, sociale, technologique. Environnemental aussi, ça a de plus en plus d'impact avec les critères ESG notamment, et les controverses. Et enfin le L pour le légal. Donc on va voir aussi l'évolution des lois. Okay. Il y a des secteurs qui sont beaucoup particulièrement influencés, notamment le secteur technologique en Chine, le secteur des jeux vidéo, du casino en Europe, aux États-Unis aussi. Puis il y en a peut-être d'autres où ça bouge pas trop. Il y a d'autres où c'est moins régulier. Ouais. Mais il y a des secteurs comme la pharma, où là il faut faire plus attention et il faut être plus expert sur les lois. Voilà. Une autre question sur un conseil d'investissement. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement plutôt de tout investir d'un coup ou investir une partie et garder en cash au cas où il y a une opportunité, ou s'il n'y a pas d'opportunité, de tout mettre en bons du trésor qui sont pas très risqués, on va dire, et puis d'attendre l'opportunité où tu te ferais bouffer par les frais et au final ce serait pas rentable? Alors c'est une question qui revient souvent, et en plus on voit de plus en plus de vidéos qui parlent d'articles qui parlent du DCA, du dollar cost average, le fait de moyenner en fait ses investissements, d'investir un petit peu tous les mois ou toutes les semaines ou de manière régulière en tout cas, le même montant sur un même support, un indice en général si possible large, type S&P 500, MSCI World, histoire de lisser son prix et de finalement réduire son risque à timer le marché, à dire est-ce que je suis sur un haut de marché, est-ce que je suis sur un bas de marché. Étant donné que c'est impossible, le dollar cost average permet d'éliminer ce risque de timing. Donc ça c'est intéressant pour l'investisseur qui a un petit peu peur de rentrer au pire moment. Et donc ça permet de faire un premier pas et en cas de chute du marché, de continuer à mettre un petit peu de l'argent régulièrement. Mais ce qu'on remarque, donc entre l'approche de mettre tout d'un coup, c'est-à-dire lump sum, et l'approche DCA, dollar cost average, finalement l'approche lump sum, parce que vu que les marchés montent sur le long terme, l'approche lump sum marche mieux. Dans 68% des cas, elle surperforme l'approche DCA. Depuis 1976, si tu regardes de 1976
à 2022 sur le MSCI World, il valait mieux dans 68% des cas investir tout d'un coup que moyenner tous les mois. Et les bons du trésor, hein, t'as un avis dessus du coup Pareil, je pense que c'est un peu comme, faut le voir comme une poche cash, quoi. C'est pas un truc sur lequel on va faire des super performances. Alors certes, ça permet d'avoir une diversification de son portefeuille, de réduire la volatilité, mais si on investit vraiment à long terme, finalement, la volatilité, c'est pas vraiment un risque. C'est si on investit parce qu'on va prendre sa retraite dans 5 ans, alors là oui, il faut, il faut commencer à anticiper le fait de sortir et de moyenner en sortant justement ces investissements. Mais si vous êtes là pour 20 ans, 30 ans, si on regarde sur le long terme, alors je ne sais pas de ce qu'il en sera le futur, mais en tout cas si on regarde le passé, sur les 2 derniers siècles, le marché action, c'est le marché le plus performant. Il est plus performant que l'or, il est plus performant que l'immobilier, plus performant que le marché obligataire. Alors après, il y a bien d'incertitudes, c'est un marché aussi plus volatile que le marché obligataire. Donc voilà, c'est des risques à prendre en compte. Mais si vous êtes là pour le long terme, marché action, c'est quand même une poche qui doit être représentée une bonne partie de votre portefeuille, surtout si vous êtes jeune. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais pour toi. Merci beaucoup d'avoir participé à l'interview, d'avoir donné de ton temps. Merci à Zone Bourse aussi pour le local, le beau cadre, la présentation aussi des locaux. Avec plaisir et à bientôt et on t'accueille quand tu veux à Zone Bourse.